bonsoir à tous. Je vous remercie d'être là, d'avoir affronté ce froid qui explique une partie de ma dégaine, comme le camarade me le faisait très gentiment remarquer, hein, et de venir sur un sujet qui va, à mon avis, vous remonter le moral, vu qu'il s'agit de la décadence. Donc, et pour bien commencer, je vais répondre à un de mes suiveurs, hein, restons en France ici, de Twitter, qui me faisait remarquer ce matin: France Culture répond à Perspective Libre, vous n'échapperez pas à notre décadence. Comme vous le savez d'ailleurs depuis 48 heures, si les Grecs utilisaient du marbre blanc pour les statues, c'était par racisme, et pour vous cacher, les statues colorées, donc le marbre est raciste. Maintenant le racisme minéral, pour ceux qui ne savent pas quoi faire à l'université, de nombreuses chaires de recherche seront bientôt subventionnées. Et là, je ne peux que bénir France Culture, à défaut de l'écouter, de m'avoir donné le parfait exemple de ce qui est une forme supérieure de décadence, et qu'en d'autres temps, empruntant le vocabulaire de la psychiatrie naissante, on appelait la dégénérescence. C'est-à-dire ce stade ultime où le sujet apparaît, le sujet collectif apparaît tellement en putréfaction qu'il doit réécrire sa propre identité à partir de ses errements présents. Dans les grandes phases de décadence historique, cette phase-là a rarement été atteinte. Les Romains qui ont disserté sur leur décadence pendant quasiment toute la durée de l'Empire, ne se sont jamais réécrits, dans les dernières années face aux barbares, n'ont jamais réécrit l'histoire de leurs hommes illustres, comme nous sommes en train de le faire. Aucune grande civilisation, y compris la dormition chinoise, qui est un exemple totémique de décadence, n'a réécrit son histoire comme nous sommes en train sous nos yeux ébahis, comme nos maîtres sont en train de le faire. Tous ceux qui ont essayé de résister, par exemple en Chine, les hommes de Sun Yat-sen, ont mis en accusation les gouvernants. Parce qu'à la fin, les mauvais chefs, on les tue. Vieille réalité historique. Non. Nous réécrivons l'histoire des nôtres pour leur en vouloir d'avoir résisté et d'avoir survécu. Et donc, nous les parons de toutes les tares du présent. Voilà. Donc, le marbre est raciste, et certainement misogyne, mais ça, c'est pour la semaine prochaine, hein, il faut pouvoir faire des suites. Pourquoi parler de la décadence maintenant ? C'est un sujet rebattu dans le camp national. Tous les 2-3 ans, on y revient. En moyenne, en tout cas, en 15 ans, je l'ai vu, au moins 5 fois. Et pourquoi à notre tour ? Parce que la décadence seule, et la manière que nous avons de nous y complaire, plaît moyennement à mes camarades. C'est pour ça qu'au-delà du titre décadence, qui est fait un peu pour réveiller, pour secouer, pour choquer, le véritable thème de ce numéro de Perspective Libre, c'est le triptyque décadence, résilience, renaissance. Car si la pensée de la chute fascine, la pensée de la Renaissance intéresse relativement peu. Tomber semble plaire, se relever beaucoup moins. D'ailleurs, je suis très content d'avoir choisi le terme décadence, parce que je pense que c'est ça qui vous a attiré ce soir. J'aurais mis Renaissance, j'en avais moitié moins. Donc voilà, maintenant que les portes sont fermées, vos consommations payées, vous pouvez rester. Rappelez-vous cette phrase de Flaubert. Époque, définition, tonner contre elle, l'appeler époque de transition, de décadence.
Flaubert ne s'en rend pas compte, mais comme, bon, ici, je pense que vous voyez à peu près de quel bord idéologique était un peu Flaubert, c'est l'ancêtre de nos foulards rouges, en plus intelligents, plus... vous savez, ces gens qui, comme ils ont encore leurs deux mains, applaudissent ceux qui coupent celles des gilets jaunes, vous voyez. Flaubert, c'était un peu ça pour la Commune. Et d'un côté, il résume toute la problématique, à la fois de son camp de l'époque qui s'y complaisait, et d'une autre aujourd'hui, c'est-à-dire la vision esthétisante de la décadence. Tenez contre l'appeler époque de transition, de décadence. C'est-à-dire, nous aimons être des aiguillons. Nous aimons dire que notre époque est décadente, non pour enrayer cette décadence, mais juste parce que ça nous permet d'exister à moindre frais. L'exemple type, un personnage pourtant pour lequel j'ai énormément de considération à titre personnel et intellectuel, Michel Onfray l'a très bien compris, en faisant ce grand pavé décadence que, étant ancien libraire, je peux vous dire, allez, à la louche, 80% de ceux qui l'ont acheté ne l'ont jamais lu, 70% ne le liront jamais. Mais très bel ornement de bibliothèque. C'est ce qu'on appelait dans mon ancien métier, plotter des livres. Voilà. Donc, pourquoi nous sommes tellement attirés par cette esthétique? Pour deux raisons. Premièrement, deux grands récits qui parlent en nous. Le récit chrétien et le récit romantique. Les deux se synthétisant dans une forme de postmodernisme. J'y reviens en détail. La théorie de la décadence, à partir du christianisme, n'est plus celle des anciens. N'est plus cette vision virile de la décadence, qui d'ailleurs les a sauvés. À titre personnel, je fais l'hypothèse historique, je ne suis loin d'être le seul à la faire, que c'est parce que Rome s'est imaginé décadent dès le début, par une sorte de catastrophisme éclairé, pour reprendre un terme girardien, que Rome s'est prémunie contre la décadence. Parce qu'objectivement, les historiens romains voient des signes de décadence tellement tôt que soit ils sont extralucides, soit ils sont vigilants, mais dans le sens non angoscien du terme. C'est pas la vigilance que vous devriez tous avoir en tant que citoyen. D'ailleurs, si quelqu'un est en train de m'enregistrer pour l'envoyer aux associations, je le félicite par avance. Mais pour les Romains, héritiers en ça des Grecs, la décadence est interne. Et chaque signe doit être vu, surveillé et contré. Parce que la décadence est mécanique. La théorie de la corruption des régimes, vieille théorie aristotélicienne, se retrouve en amplifié, en détaillé, chez certains historiens romains, je pense à Polybe particulièrement. À partir des chrétiens, ça va se passer totalement différemment. C'est quoi la décadence? C'est la marque de ce qu'à partir de Paul, de saint Paul, puis de saint Augustin, sera le péché originel. Je rappelle que le péché originel, dans la Bible, le terme péché, le terme faute est présent, le terme péché est réservé à Caïn. Mais la doctrine va prendre son envol, Paul d'abord, saint Augustin ensuite. Et ça va totalement changer la perspective de nos civilisations. Là, la décadence est externe, elle est dans le plan divin, donc d'un certain côté. Elle n'est pas totalement négative, elle n'est plus l'angoisse des anciens. Et surtout, face à la notion de fatum romain, qui est le destin certes, mais le destin accepté, le destin affronté, le destin regardé dans les yeux. Là, sans dire qu'il n'y a pas de virilité dans le christianisme, ce qui est en particulier dans les siècles où se passe
Cette théorisation est totalement faux. Le christianisme a repris une partie de la virilité antique. Mais, si nous devons nous relever, Dieu y pourvoira. Vous voyez qu'il y a quand même un allègement par rapport à la responsabilité antique. Allègement léger, mais qui malheureusement, au fil du temps, va nous donner, si vous voulez, va amoindrir la vigilance de nos civilisations. Un autre grand récit qui n'est pas le seul, il y en aura beaucoup d'autres de récits sur la décadence tout au long de l'histoire, mais un récit qui me semble particulièrement présent dans la manière dont nous l'appréhendons maintenant, pour pas faire un cours d'histoire des idées par trop ennuyeux. C'est la version romantique, pourquoi ? Parce qu'elle prépare la version moderne, la synthèse actuelle. C'est-à-dire, les romantiques aiment ce qui tombe. Les modernes, et nos postmodernes particulièrement, aiment ce qui fait tomber. Si vous ne me croyez pas, regardez Yann Barthès. Très bon exemple. Les romantiques soupirent, le moderne ricane. Et ça, c'est typique de notre temps, d'où d'ailleurs que vous avez les deux défauts des grands récits. Nous aimons les vieilles pierres, enfin les vieilles ruines, parce que de toute façon, on ne peut rien y faire. Une marque de fatalisme qui est aussi définitive que l'ancienne volonté divine, oubliée de nos laïcs, et de l'autre côté, une sorte de ricanement amusé vers notre propre descente dans l'insignifiance. Une sorte de gigantesque numéro de Charlie Hebdo. Vous me direz, tout le corps social n'est pas pris. C'est très vrai. Mais malheureusement, une partie de ceux, là encore je reviens à Flaubert, qui se délectent de la décadence s'oppose à une partie qui dit s'opposer à la décadence et qui malheureusement parodie la vie et parodie l'opposition à la décadence. Regardons bien dans les yeux tout ce que nous avons à opposer à ces gens que nous moquons, à ces gens dont d'ailleurs le projet philosophique, intellectuel et politique nous nie. Qu'avons-nous réellement à leur opposer ? Pas grand-chose. Mis à part une critique. Je vais vous donner un exemple, quelqu'un que nous aimons tous ici. Zemmour. Tiens, c'est le sujet, c'est l'homme du moment. Quel projet positif ? Quelle émancipation ? Quel élan vital ? Voyez ? Et moi je l'ai défendu, je suis allé en 17e chambre avec lui, donc avant de me donner des leçons. Mais très sympathique lieu d'ailleurs, la 17e chambre correctionnelle, où on apprend beaucoup sur la civilisation occidentale, croyez-moi. Nous persiflons, nous ricanons, et ce faisant, nous sommes une part du puzzle. Et oui. C'est d'ailleurs pour ça que l'ennemi nous craint-il. Il a tellement besoin de nous. Dans l'état actuel où nous sommes, ça n'a pas toujours été le cas. Et ce ne sera certainement pas toujours le cas, je l'espère bien. Mais il faut en prendre conscience. On détruit ce qu'on remplace. Aujourd'hui, je ne sais pas si parfois ça vous touche, mais moi ça m'apparaît de plus en plus flagrant. Notre discours a été compris, recalibré, marketing, digéré, et aujourd'hui est totalement attendu. Pour vous dire, avec des gens que j'aime beaucoup à titre personnel pour ceux que je connais et que j'admire pour les autres, nous avons quand même créé une grande chaîne YouTube qui s'appelle Réac & Roll. C'est pas n'importe qui, hein, c'est Elisabeth Lévy, hein, contre laquelle je n'ai absolument rien, ce soit dit. Hein. C'est pas ça le problème, c'est pas du tout elle le problème. C'est, voilà, nous jouons les réacs.
Et sur le sujet de la décadence, nous avions pourtant été prévenus. Je me permets de vous lire une phrase de Sioran que je trouve particulièrement belle. La doctrine de la chute exerce une forte séduction sur les réactionnaires, de quelque nuance qu'ils soient. Les plus endurcis, les plus lucides d'entre eux savent, en outre, quel recours elle offre contre les prestiges de l'optimisme révolutionnaire. Ne postule-t-elle pas l'invariabilité de la nature humaine, vouée sans remède à la déchéance et à la corruption ? Nous sommes dans, comment dire, là où la pensée libérale voue, selon les termes du philosophe Philippe Reynaud, un culte au mauvais larron, nous vouons un culte au boudeur. Nous ne sommes pas des objecteurs de modernité, comme le voulait un de mes bons amis, Pierre Le Vigan, qui est un philosophe de bonne facture. Non, nous sommes des ronchons. Et le ronchon n'est pas dangereux. Il a une décadence moins festive, moins souriante. Et là où d'autres dansent sur le pont du Titanic, lui va quand même une dernière fois nettoyer sa cabine parce que franchement, le petit personnel sait plus ce que c'était. Et est-ce que j'ai tout à fait tort? Je suis sûr que vous avez vu beaucoup à travers ces petites explications, quelques scènes qui vous sont familières, ou quelques personnes qui vous sont familières. D'où par exemple cette erreur terrible que nous avons laissé faire il y a de cela 2 ans et maintenant que nous réitérons à intervalles réguliers, de dire qu'Emmanuel Macron représente le camp des progressistes. Bon. Très bien. Mais alors nous sommes quoi? Les antimodernes, les fiers guerriers vikings, les amateurs de runes et de hurlements à la nuit tombante? Que sommes-nous? Et surtout, qu'avons-nous, mis à part le dégoût bien légitime d'hommes, de pratiques et d'idées qui ont mis si bas ce qui nous est si cher? La première étape pour sortir du fait décadent, c'est avant tout peut-être de retrouver ce sens antique du regard viril, sur soi d'abord, sur les autres ensuite. Après, vous me direz, tout ça c'est bien gentil, mais nous allons donc regarder notre monde tomber, la plupart de nos concitoyens en être très contents, n'est-ce pas? Je vais donner un exemple sur le fait migratoire. Maître Dupont-Moretti, grand humoriste s'il en fut, n'avait-il pas dit, mais vous vous rendez compte, si on arrête l'immigration, qui descendra vos poubelles? Et il est de gauche, encore heureux. Et surtout, cette phrase est passée comme une lettre à la poste. Au moins, il y a 30 ans, elle serait passée par au moins l'accusation de racisme social, le minimum minimorum. Là, rien. Tout passe. Tout passe. De ça à Nick Conrad, tout passe. Pourquoi? Parce qu'un âne peut frapper un lion mort. C'était la phrase terrible de Philippe Murray, le lendemain du 11 septembre. Est-ce que vous en rappelez? À vous, djihadistes, nous gagnerons parce que nous sommes les plus morts. C'est pas tout à fait faux. C'était là sur le fameux texte, l'Occident finira en Bermuda. Autant la correction individuelle, pour possible qu'elle est explicable, autant là où le dérapage peut venir, c'est quand on vient sur le projet politique. Qu'est-ce qu'un projet politique antidécadent aujourd'hui, sachant que certains peuples et certaines époques ont facilité des luttes contre la décadence? Je vous renvoie malheureusement à un ouvrage qui n'est pas encore traduit. Nous allons faire ce que nous pouvons si mes équipes permettent d'orienter sa traduction. J'imagine que le nom de Jared Diamond vous dit certainement quelque chose. L'auteur d'Effondrement, donc les conditions biologiques, géologiques et humaines de l'effondrement des civilisations. Il prenait l'exemple de l'île de Pâques, etc. Eh bien, il vient, je crois, 15 ou 20 ans après, si mes souvenirs sont bons, au moins 15 ans, de faire ce qui n'est pas tout à fait une suite, mais ce qui est
l'angle inverse. Quels pays sont sortis de grandes périodes de décadence et d'effondrement, et si oui, comment? Nous avons un exemple tout trouvé en Europe de l'Ouest, notre grand et illustre voisin l'Italie. Il y a eu plusieurs excellences italiennes, il y en a eu au moins 3, après la période antique. Comme pays qui serait capable de renaître de ses cendres. Certes, ça s'est pas fait nécessairement par un projet politique, c'était dans le cœur des hommes. Or aujourd'hui, malheureusement, le cœur des hommes est atteint. C'est la virilité des peuples qui a été détruite en Europe de l'Ouest. Très clair. Je vais vous donner un exemple très précis. Un de mes amis va, je l'espère, bientôt publier le témoignage poignant d'un homme qui a été victime dans sa chair et dans sa famille de l'islamisme, qui a enterré les siens, et qui a voulu répondre à une autre victime qui avait écrit cet ouvrage extraordinaire d'un humanisme qui vous a réconforté, j'en suis sûr, qui était « Vous n'aurez pas ma haine ». En d'autres temps, si vous vous rappelez, pour pas revenir à l'Antiquité, de période vieille d'à peine quelques siècles, est-ce que le roman de Kleist, Michael Colas, vous dit quelque chose? Un très beau roman sur, justement, la dignité des faibles. Qui est Michael Colas? C'est un homme qui vient entre autres de l'élevage de chevaux, qui est escroqué par un seigneur et laissé à la rue. Et devant le danger que cela représente pour sa famille, il va brûler des régions entières. Ça se passe dans l'Allemagne des derniers seigneurs féodaux. Et il obtient justice. Il est exécuté à la fin par le pouvoir central, mais il obtient justice avant de mourir. Vous imaginez ce que nos ancêtres, ce que nos pères ont fait pour obtenir le respect, la reconnaissance, socialement, nationalement. Aujourd'hui, on nasse notre peuple, on peut assassiner nos civils, on peut faire courir sur des tombes à Verdun sous de la musique de merde. Une sorte de... La France est devenue une gigantesque compile de diams. Pas de problème. Personne ne moufte. Personne ne... Et personne ne... Je ne dirais pas ne s'engage, je dirais ne s'enrage. Beau dressage. À une époque, on appelait ça la civilisation des hommes qui s'empêchent. C'était vrai. Contrairement à la barbarie qui était des hommes qui se lâchaient. C'est vrai aussi. Mais là maintenant on en est à des hommes qui s'empêchent de vivre. La civilisation est devenue un poison. Du moins ce qui est appelé aujourd'hui civilisation. Et qui serait d'ailleurs décadence aux yeux de nos anciens. Voyez ? Là où ça devient très glissant, c'est le projet politique collectif à partir. Parce que qu'est-ce qu'on oppose à la décadence collective? Historiquement, on oppose le vitalisme. Or, malheureusement, au XXe siècle, la notion de vie a servi de base à certains projets politiques dont on ne peut pas dire qu'ils se soient tous très bien terminés. Et dont on ne peut pas dire que nous n'ayons pas eu, nous Français, à légèrement souffrir. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Mais ces régimes étaient eux-mêmes des parodies de la notion de vie, pour beaucoup. Et aujourd'hui, ils servent à bon compte à ce qu'on pourrait appeler un antitotalitarisme morbide, qui est la dernière digue de nos adversaires. Plus jamais ça. En oubliant que les hommes qui ont abattu les régimes en question ne voulaient plus eux-mêmes de la corruption, voulaient une régénérescence. Je vous renvoie à un roman magnifique sur la résistance, un roman relativement récent,
qui s'appelle La nostalgie de l'honneur. Il l'explique très bien. Tous ceux qui connaissent un peu l'histoire, entre autres, de la France libre, peuvent mesurer le dégoût qu'inspiraient à ces hommes les élites corrompues qui avaient mené à la défaite. Et qui ne sont jamais, vu qu'il n'y a pas eu de tour de vis depuis, que les, comment dire, qui ne sont jamais que les prédécesseurs idéologiques de ceux que nous avons là, hein. Ni plus, ni moins. Donnez un exemple, pardonnez-moi de parler pour ma petite paroisse. Il n'y a pas longtemps, au cercle de Paris, éminent collègue, nous avions reçu l'historien Fadi El Hadj, qui parlait de la décadence de la noblesse d'Ancien Régime. Je vous conseille de voir cette vidéo. Vous allez y mettre des noms. Vous allez voir des Marlène Schiappa en coiffure et des Christophe Castaner poudrés. Je vous laisse toute divagation sur le terme poudré. Hein. Je ne prendrai pas parti dans cette querelle. Hein, je suis filmé, je vous rappelle que sinon c'est pour ma face. Bon. Mis à part que quoi qu'on pense d'une décadence réelle qui était celle de l'ancien régime français, il a pu faire de belles ruines. Là, il n'y aura plus de ruines. Il n'y aura plus rien. C'est d'ailleurs l'ultime force de nos adversaires, c'est qu'au moins ils ont un projet cohérent, qu'ils sont prêts à mener jusqu'au bout. Car étendre le désert, ça a une limite. Quand tout est recouvert, vous avez gagné. Mais nous, qu'allons-nous replanter? Quelle force de vie voulons-nous voir triompher? Retourner dans l'aspect farcesque de certaines pensées des années 30, non merci. Je préfère encore que ça s'arrête là. Le bégaiement historique, très peu pour moi. Puis surtout, je veux pas être méchant, mais on a déjà eu de Grelle, s'il faut avoir Alain Escada après. Personnage contre lequel je n'ai rien, mais droite catho belge, c'est quand même quelque chose qu'on a déjà essayé. À titre personnel, c'est une hypothèse de travail que nous partageons avec quelqu'un que certains d'entre vous connaissent, et ça va beaucoup surprendre ceux qui me connaissent bien vu son bord idéologique, mais je pense que le nom de Robert Stokers doit vous dire quelque chose à certains d'entre vous. Quel renaissantisme pour éviter la grande parodie, pour éviter juste, je vais vous donner un exemple, une phrase que j'ai beaucoup critiquée, qui est très belle, mais qui est politiquement inutile. On est chez nous, oui. Geronimo aussi était chez lui. On peut pas dire que ça se soit super bien fini. Vous voyez ce que je veux dire? Et une logique de vie, c'est de savoir quelle civilisation nous voulons léguer à nos enfants, et c'est déjà, pardonnez-moi, déjà d'en faire et d'en avoir, point 1, et de ne pas se laisser, disons, un réflexe que je vois de plus en plus chez les jeunes nationaux qui tombent amoureux des ruines lugubres et qui disent on va quand même pas laisser ça à des enfants. On va s'arrêter là. Hein. Plus jamais ne refleurira le laurier, comme disait le dernier maître templier. Là, il faut opposer une conviction et un pari. Oui, nous survivrons, à une condition. Si nous le voulons vraiment, combien, même parmi les nôtres, veulent réellement une victoire, veulent réellement que, à titre collectif, nous puissions continuer? Combien? Et même, au nom de la complexité de la nature humaine, le voulons-nous même nous-mêmes tout le temps? Les Irlandais ont mis 800 ans à se libérer. Vous voyez ce que c'est? Un hiver qui ne termine pas. Et regardez-nous psychologiquement depuis l'élection du petit marquis. On est à ras du sol, on se bouffe entre nous,
Et on a l'impression que les barbares sont entrés, que c'est terminé. Alors que, croyez-moi, pour avoir vécu, pour vivre encore avec quelques peuples qui ont eu des guerres intérieures sur leur sol, on a encore quelques étages à descendre. Je vous le dis tout de suite. Là, pour l'instant, nous avons même notre décadence, même notre dégénérescence, même notre déchéance est laide. Et encore, quand Castaner sera Premier ministre, vous allez voir. Mais donc... Non mais si, il a raison d'y croire. Qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher ? Un retour à la normalité, vous imaginez ce que ça voudrait dire pour lui, la descente de combien d'étages ? Certainement pas. Mais surtout, qui ça choque réellement, mis à part nous ? Qui ça choque ? Plus rien. C'est pour moi l'un des grands sujets de la pensée nationale pour les quelques années et qui viennent, avant une confrontation qui pour moi sera de moins en moins électorale si nous continuons à enfiler des perles de la manière dont nous le faisons, malheureusement. Parce qu'à la fin, c'est sociologiquement qu'on voudra nous briser, vu que politiquement, nous ne sommes pas capables d'avoir une expression cohérente. C'est-à-dire, je ne dis même pas de gagner selon le jeu du régime représentatif. Je dis juste de le jouer correctement. Et de ne pas terminer sur du Jean-Jacques Goldman. Point. Non mais... C'est... Tant... Parce que là, maintenant, contre nos idées, ils seront passés à la guerre moléculaire. Ils éliminent les étudiants, ils éliminent les éditeurs, ils éliminent les transmetteurs, ils éliminent les passeurs. Et ensuite, ils font confiance à ce qui reste de l'éducnat. À un certain niveau de destruction du langage et de la pensée, nos enfants ne seront plus capables de nous comprendre. La boucle sera bouclée, et le dernier qui sortira éteindra la lumière. Point. Je pense que, dans tous les bords d'ailleurs, quelques intellectuels s'interrogent sur ce nouveau vitalisme, sur le fait de magnifier intellectuellement la notion de vie et d'essayer, il est vrai malheureusement du dehors, de la réinsuffler aux hommes. Car il y a un grand empêchement, il y a un grand épuisement de l'époque qui est la nôtre. Vous le voyez dans les individus. Et vous le voyez même à titre, d'obsession sociale. Vous avez remarqué qu'on vous parle en permanence de la fatigue, par exemple. Tout le monde est fatigué. Vous allez chez votre marchand de journaux, comment lutter contre la fatigue, etc., etc. C'est drôle. Et mon grand-père qui était paysan dans un coin, pour le coup, très pauvre de la Manche, et la fatigue n'était pas un sujet. C'est très drôle. Pourtant, il y avait quand même plus de quoi. Mais aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de feu intérieur, ce qui est normal, quand vous n'avez plus de force collective pour porter la volonté individuelle, vous détruisez et le collectif et l'individu. C'est très simple. Comment vous voulez que des gens avec des personnalités fragmentées qui passent une bonne partie de leur temps de cerveau disponible à résister à une folie intérieure, comment vous voulez qu'ils changent un ordre social ? Comment vous voulez qu'ils aient l'idée de leur propre maîtrise de destin ? Sans compter l'épuisement intellectuel et moral que ça implique. Et nous ne sommes pas exempts là-dessus. Vous voyez le nombre d'entre nous qui faisons de la politique parce que la psychanalyse coûte un peu cher. Je le rappelle à intervalles réguliers, mais il faut l'avoir à l'esprit. Et comment penser ce vitalisme aujourd'hui ? Parce que je le pense sincèrement, nous n'aurons pas le choix. Et ça va malheureusement radicaliser une partie des enjeux, parce que imaginez ce que ferait face à l'équipe du grand journal, enfin, du petit journal, peu importe, enfin, un commissaire aux idées propres quelconque, le terme de politique de vie. Je vous laisse deviner l'aller-retour, film en noir et blanc, défilé, etc., que vous allez faire dans la minute.
Malheureusement, ça nous sera opposé, mais il y a eu des régimes de vie et des régimes résilients aux quatre coins du monde, de la France de 58 jusqu'à Deng Xiaoping. Il n'y a pas eu que des oripeaux de cirque. Et malheureusement, je vais vous donner un exemple précis. Quand nous avons publié le Pourquoi combattre, mon équipe a fait au moins 2 ou 3 articles sur la Renaissance chinoise, sur les penseurs de la Renaissance chinoise. Celle qui commence à Sun Yat-sen et qui culmine à Deng Xiaoping pour vous donner la Chine puissante d'aujourd'hui. Ces articles-là n'ont pas été compris par le public. Pourquoi vous vous intéressez à ces gens-là ? Parce qu'ils ont réussi. Et qu'à un moment, il faut sortir de la pensée de la défaite et de la défaite heureuse, qui est quand même la pensée, disons, omniprésente du camp national, qui est une pensée décadente. Je suis désolé de vous le dire. C'est quand il n'y a plus de possibilité de victoire que la défaite devient un message à travers le temps. J'ai eu le privilège d'en parler avec Maître Tadao Takemoto, qui était un des derniers amis de Mishima. Il a eu cette phrase que je trouve magnifique pour Mishima, grand écrivain nationaliste japonais qui s'est suicidé à la face du monde pour ressusciter la geste du Japon impérial. Il a dit pour lui l'important était de mourir, parce que la mort choisie, le seppuku, est un acte de vie, profondément un acte de vie, parce qu'à la fin la mort gagne contre nous tous. Et qu'en s'imposant à elle, on gagne contre elle. Ce genre de geste ne vaut que quand il n'y a plus d'échappatoire. Or, nous avons tendance à aduler ces gestes définitifs, alors que nous sommes loin du précipice, et qu'en plus, excusez-moi, 90% d'entre nous n'en auront jamais le courage. Je me mets dans le lot. Parce que nous refusons de penser politiquement cette question. Nous sommes dans l'impolitique, dans la pire des catégories de pensée, que nos ennemis nous ont inculqué. D'où d'ailleurs le succès chez les nationaux de tous les auteurs antipolitiques, qui à titre personnel peuvent être intéressants, c'est pas le problème. Mais bon, vous ne gagnerez pas avec Guénon et Evola, je vous le dis tout de suite. Et personne ne l'a jamais fait, ce ne sont pas des auteurs qui sont faits pour. Et nous voulons rester dans l'impolitique. Et tant que nous le ferons, nous ne penserons ni la survie, ni la vie. Et tant que nous ne deviendrons pas le pôle de résistance réelle à une idéologie de mort, eh bien nous serons son complice. Et tant que nous serons, disons, des losers stellaires, nous marchons sur les étoiles de la lose. Nous sommes les David Bowie de la nullité. Nous ne risquerons rien parce que nous sommes dans le rôle qui a été écrit pour nous. Et quand la vie imite de la vie, c'est du spectacle. Quand la vie imite de la mort, c'est de la parodie. Je vous remercie.